Bonjour tout le monde, encore une fois, l'atelier mécanique du vendredi aux 2 semaines. Ben, c'est encore une fois aujourd'hui déjà. On se demandait bien de quoi discuter aujourd'hui parce qu'on a un peu l'impression d'avoir fait le tour. Aussi, on a des suggestions qu'on a épurées. Fait que gênez-vous pas s'il y a quelque chose que vous aimeriez entendre parler, un sujet spécial, ben, on fera un atelier mécanique exprès. On s'est rendu compte en cherchant de quoi on aurait parlé aujourd'hui, on s'est rendu compte que les boîtes de contrôle n'ont pas été abordées. Alors, ben, c'est le moment. Ça va être aujourd'hui que ça va se passer. Avant qu'on commence puis de dépenser notre énergie, on n'a pas eu premièrement notre ding-ding. Ding-ding! Parce qu'on n'est pas dans le bon atelier, il est loin. Ah, attends un petit peu, on va avoir notre ding-ding, mais en fond d'écran un peu. Ce ne sera pas long, parce que ça change tout le beat, là. Bon, on a eu notre ding-ding. Puis deuxièmement, on a-tu nos 800 000 auditeurs? Divisé en 100 000, on a 8, oui. Ah, bah, c'est correct, c'est correct. C'est le minimum de toute façon. Le maximum, c'est 800 000 parce qu'après ça, les images viennent trop, puis la voix vient s'accabler. Puis tout. C'est ce que j'aurais pas pu dire mieux. C'est ça. Bon, OK. La boîte de contrôle ici, tu vas peut-être devoir t'avancer de temps en temps, là, mais. OK. C'est les formes les plus courantes qu'on trouve. On les trouve la plupart du temps en dessous du capot, puis il y a une raison à ça. Je dirais 99% du temps sont en dessous du capot. Et puis, c'est un outil très, pas juste pratique, mais nécessaire, mais qui a besoin d'être en dessous du capot parce qu'il réagit à la température aussi. Fait que ça, on va en parler, c'est un détail que la plupart des gens ne connaissent pas. Bon, la boîte de contrôle, il y a bien des gens qui se demandent pas trop à quoi ça sert, mais comprennent pas trop comment ça fonctionne. On va essayer d'élucider, clarifier ça. Tiens. C'est mieux de même? Bon choix de mots. Oui, bon choix de mots. Élucider. Bon, c'est pas pire. OK. La boîte de contrôle, c'est ni plus ni moins qu'un cerveau électrique parce que le générateur n'est pas assez intelligent pour se gérer tout seul. C'est comme une tutelle un peu, tu sais. Vous avez un parent pour un enfant ou quelque chose. J'allais dire, c'est comme mon fils de 5 ans qui se gère pas tout seul. C'est comme ton gars de 5 ans qui ne se gère pas tout seul. C'est ça, c'est en plein ça. Le générateur, lui, on en a un bel exemple ici. Ça, c'est un très rare générateur, pas alternateur, mais générateur d'une Panhard. Les Panhard, ça vient de Panhard-Levasseur, donc une des premières voitures françaises, puis même une des premières voitures qui a existé. Mais ça marche tout sur le même principe. Le générateur, lui, est entraîné par la courroie. On va l'alimenter légèrement pour qu'il produise beaucoup de courant. Pour coup de courant, à un voltage X. Bon, lui, c'est un 6 volts. Mais il y a des générateurs en 12 volts aussi, et ça, il n'y a pas de souci non plus. Si on ne le contrôle pas, mais qu'on l'alimente un peu, il va réagir avec la vitesse du moteur, et plus le moteur va tourner vite, et plus il va fournir du voltage. Donc, le 6 volts pourrait se rendre théoriquement à 12, 13, 14 volts quand le moteur tourne au maximum de RPM. Mais c'est pas ça qu'on veut. Si le circuit est sur le 6 volts, on veut, par exemple, la majorité du temps, avoir je dirais un voltage de sortie du générateur contrôlé à peu près à 7.2, 7.4 volts. Si j'oublie pas, je vous explique pourquoi c'est plus haut que supposé, là, mais je vais essayer de ne pas oublier, mais il y a du monde derrière la caméra qui regarde, et on va rabattre cette requête-là sur leurs épaules eux autres. T'as compris? C'est bon, OK. Évidemment, c'est logique de penser qu'on ne va pas le laisser aller si le véhicule fonctionne sur 6 volts, mais de façon fixe. Le démarreur marche à 6 volts, les lumières marchent à 6 volts, le radio marche à 6 volts. Fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un voltage variable. Dépendamment de la vitesse du moteur, ben, on en a 14, 15, puis au ralenti, on en a 5. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça reste stable le plus possible. Pour rester stable, ben, on a la batterie, qui elle aussi ne fluctue pas beaucoup si elle est bien chargée. Et puis, on a le générateur. Mais c'est lui le fou là-dedans, là, qui, lui, n'est pas capable de se contrôler. C'est comme un... Ouais, même ton gars de 5 ans ou un ado, là, un ado aussi. Là, bon. Voilà. Ça ne se contrôle pas. Ça ne se contrôle pas tout seul. Fait que on va se servir de son tuteur, de son parent ou de ça, la boîte de contrôle. Les boîtes de contrôle typiques ont 3 relais à l'intérieur. Chaque relais a une tâche bien définie. Bon. Puisqu'ils n'ont pas toutes la même, utilité, on va expliquer à quoi ils servent concrètement. Il y en a un là-dedans, là,
que c'est un interrupteur on-off, simplement. Parce que quand vous mettez la clé d'ignition à on, vous n'activez pas un des trois relais qu'il y a ici ou celui qui sert au on-off. Vous ne l'activez pas avec votre clé. Ce que vous permettez de faire avec votre clé, c'est de partir le véhicule et quand le générateur se met à tourner, il y a un peu de magnétisme résiduel qui reste dedans à l'intérieur qui va exciter le système et qui va enclencher le relais de façon automatique. Même chose quand vous éteignez le moteur, aussitôt que le générateur s'arrête de tourner, le relais va tomber en circuit ouvert. Ce qui fait qu'il n'y a plus de courant qui passe dans le générateur pendant que le moteur est arrêté. Si ce contact avec l'usure reste collé, parce que ça arrive, ce qui va arriver, c'est que le courant, quand le moteur va être arrêté, va passer de la batterie et va s'en aller se dépenser dans le générateur. Le symptôme le plus courant que vous allez voir d'une boîte de contrôle qui reste collée comme ça, c'est que vous allez le lendemain partir votre véhicule, la batterie va être à plat. Vous allez charger votre batterie, il va marcher numéro 1. Le générateur va charger très bien parce que les deux autres relais vont faire le travail, mais le relais contacteur on-off, lui, il est toujours on. Fait qu'une fois que le moteur est en marche, il est à on, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il se décolle, il faut qu'il se sépare, il faut qu'il rouvre le circuit quand vous mettez le moteur à off. Pas un autre symptôme, mais une façon de découvrir si lui est resté collé, bien, vous attendez quelques heures après l'arrêt de votre véhicule, votre générateur va rester très chaud. Il va dépenser le courant, pareil, un peu comme si on laissait une lumière allumée. C'est pas dangereux pour le générateur tant que ça. Il ne faudrait pas non plus que ça dure une éternité, mais parce que l'éternité, c'est surtout long vers la fin. Là. Mais il reste que ça. Il reste que ça. Ça peut résister à quelques heures ou quelques fois comme ça. Là, mais bon, enfin bref, ça consomme pas mal. S'il reste à on, c'est pas long que vous allez décharger votre batterie en une nuit. Si vous êtes en quelque part le samedi soir, le dimanche matin, ça ne partira pas. Bon, ce contacteur-là, c'est réglé. Dans le cas qui nous occupe, c'est celui-là ici. Il y en a un des deux autres qui sert pour l'ampérage, puis il y a un autre qui va contrôler le voltage. La batterie, lorsqu'elle est déchargée, n'a pas la même résistance qu'une batterie qui est chargée. Autrement dit, j'ai essayé de comparer ça, une batterie chargée puis déchargée, à une lumière en fait. Une lumière a un certain nombre d'ampères pour fonctionner, a besoin d'un certain nombre d'ampères pour fonctionner. Bon, ben, l'alimentation de cette lumière, le C fait, bon, le voltage est compatible, et puis la lumière éclaire correctement. Mais la batterie, c'est un peu comme un accessoire électrique, c'est le même principe, sauf que une fois chargé et déchargé, c'est pas la même résistance, fait que vous avez un des deux relais qui va, là, en fait, il va s'en rendre compte par rapport à l'ampérage qui est plus faible ou disponible ou déchargé, et puis vous avez une petite résistance derrière qui va faire, entre guillemets, le calcul. Une fois que cette résistance derrière fait le calcul du besoin de la batterie, il va activer le relais qui est connecté sur ce circuit-là et puis il va pouvoir le charger en ampérage. L'autre va s'occuper du voltage. Vous avez des réglages ici qui nous permettent d'ajuster tout ça. Les boîtes de contrôle doivent être ajustées à la température ambiante de fonctionnement parce que vous avez une autre résistance qui est là. Et elle, cette résistance-là, c'est celle-là ici au centre, elle va réagir à la température ambiante. Pourquoi? Parce que la batterie est sensible à la température générale, si on veut, puis elle n'aime pas beaucoup la chaleur. Mais les batteries, on est un peu coincé pour les mettre généralement le plus près possible du démarreur. C'est plus facile aussi pour la construction du véhicule. Il ne faut pas oublier qu'il y a une question d'économie et de rapidité de la chaîne de montage. Alors, les batteries étaient mises souvent en dessous du capot, mais réagissent mal à la température. Ce qu'on fait, c'est que avec cette petite résistance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser le voltage quand il fait très chaud sous le capot ou en été. Et lorsqu'il fait froid, cette résistance-là va envoyer un signal au relais, va permettre d'augmenter le voltage lorsqu'il fait très froid. Alors, l'avantage de ça, c'est que ça permet d'avoir une batterie mieux chargée l'hiver. Bon, c'est pas... évidemment, tout est mécanique là-dedans, c'est pas non plus... la NASA ou c'est pas une précision extrême, mais ça fonctionne bien. On a-t-il une question? Oui, absolument. On a une question. Est-ce qu'on peut sabler les contacts des relais? Oui, si vous êtes pris dans le bois, vous avez un ours qui court après vous et qui n'a pas mangé depuis 3 semaines, puis c'est la seule chance que vous avez de vous sortir du bois, oui. Mais c'est que si vous faites ça, vous avez c'est parce que vos pointes sont déjà détériorées, les surfaces sont déjà détériorées.
tout ce que vous allez faire, vous allez temporairement corriger la situation, mais ça ne durera pas. Quand vous êtes rendu là, vous corrigez votre boîte de contrôle par un sablage des pointes, c'est parce qu'elle est en fin de vie, il faut la remplacer tout simplement. Les boîtes de contrôle durent quand même assez longtemps, même les jobbers, comme celle-ci, c'est le remplacement de celle-là dans le jobber, c'est pas une New Old Stock, celle-là c'est une originale. Ça fonctionne quand même assez bien, puis on peut faire 10 à 15 000 milles avec une boîte de contrôle de bonne qualité. Fait que c'est quand même pas si mal, là. C'est pas une pièce non plus qui coûte 2 ou 4 000 $. Ça coûte, dépendamment des versions ou des modèles, ça coûte entre 70 et 120, 125. Fait que finalement, c'est une pièce qu'on doit entretenir de temps en temps, un peu comme on fait une vidange d'huile ou le remplacement des bougies. J'espère que ça répond à votre question, mais rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps ou fiez-vous pas là-dessus pour emmener votre belle-mère à ses noces avec son nouveau chum. Vous avez peut-être des chances que ça ne parte plus après quand vous allez sortir pour le buffet. Bon, y a-t-il d'autres questions? C'est bon? OK. Bon, le côté intéressant que je parlais de cette petite résistance-là, -là, c'est elle qui est la plus raffinée là-dedans, on dirait, parce qu'elle va suivre la température ambiante. Et puis, comme je disais, il fallait de toute façon faire les ajustements de ça avec le couvercle monté, puis la pièce installée sur habituellement, c'est sur le col d'ache, sur le pare-feu ou près des pentures du capot ou sur la faucelle. Idéalement, dans un monde idéal, c'est de brancher les fils du multimètre sur la batterie, fermer le capot puis vérifier le résultat du multimètre. L'autre chose aussi, c'est que dans le monde le plus parfait possible, la charge de la batterie pour être capable de maximiser sa réaction en ampérage pour monter la batterie. Mais sinon, la plupart du temps, personne n'a ça, là, ça c'est évident. Et sinon, l'idéal, c'est de prendre une batterie qu'on connaît bien chargée, qui est en parfaite condition. Pour pouvoir ajuster, on peut pratiquement juste ajuster le voltage à 7.2, 7.4 selon les spécifications du manufacturier. Et la plupart des véhicules des années 50, 60, après, on avait des ampoules, des lampes, là, mais avant ça, on avait des aiguilles. Alors, pour l'ampérage, pour une batterie que vous connaissez, qui est en parfaite condition, vous avez mesuré la densité dedans, puis elle est à 12,80 à peu près. On peut peut-être emmener la poire, Guy, pour montrer avec quoi qu'on vérifie la charge de la batterie. Bon, bien, vous allez vérifier le taux de charge de la batterie avec un densimètre. Ça, c'est bon. Vos 3 cellules, si c'est une 6 volts, sont égales. Si vous avez une 12 volts, vos 6 cellules sont égales aussi. Bon, bien là, vous pouvez vous permettre d'ajuster votre système à 7.2, 7.4 et de mettre l'ampérage à quelques ampères dans le positif. Fait que vous pouvez jouer avec vos deux réglages. Je vais vous montrer où. Et puis, vous allez, avec votre batterie neuve, l'ajuster comme si elle avait besoin de rien, vos phares éteints et ces trucs-là. Une fois que vous avez ajusté à 7.4, puis vous avez ajusté à 7, 2, 3, 4 ampères d'ajustement de base, bien, vous allez voir votre aiguille qui va juste pencher légèrement sur le côté charge. Là, vous allez être correct, votre réglage est bon. Vous verrez plus tard si, après une mise en route du véhicule, évidemment, la batterie va descendre dans le discharge. Après ça, elle va remonter, il va se placer peut-être à la mi-chemin entre le 0 et le C ou le charge et devrait en principe rapidement se ramener au 0 ou tout près du 0. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes toujours dans le milieu entre le 0 et le charge, bien, il faut supposer, si le cadran est juste, que vous avez toujours des ampères qui chargent la batterie, même si elle n'en a pas besoin. Fait que ça va raccourcir la vie de votre batterie, c'est sûr et certain, ça ne durera pas. Les ajustements sont ici. Ça va devoir être approché. On a les petits ressorts qui combattent l'effet du magnétisme qu'il y a à l'intérieur. Et comme c'est une boîte de contrôle d'origine et de très bonne qualité, on a des vis de réglage ici. Alors, on peut jouer avec la vis de réglage pour chercher l'ampérage voulu ou le voltage voulu. Dans d'autres boîtes de contrôle un peu moins sophistiquées ou un petit peu moins de qualité, on n'a pas ces vis de réglage. On doit donc plier la petite languette qui retient le ressort avec une toute petite pince. Donc, on durcit de la même façon, on durcit la tension du ressort. C'est comme ça qu'on les ajuste.
De quoi je devais parler, Eric, là, au début, tantôt? J'ai dit, je mets ça dans le cerveau de quelqu'un d'autre. C'était quoi déjà? Muffin au bleu. Les muffins au bleu. Ouais, ça m'aide pas bien, ça. Bon, OK, là, le densimètre est ici. Non, ça va aller pour la batterie. Ah, ben. Pour le détail, on a juste à se référer à l'atelier mécanique sur la batterie. Oui, c'est vrai, on en a fait un, puis il était assez bien. Complet. Très complet, oui, exactement. Digne, professionnel à souhait comme tu le fais toujours. Ah, c'est gentil, ça. Je voulais pas t'en dire, l'autre qui est mort de rire. Je voulais pas t'en dire autant. Ton 5$ il était déjà bien dépensé. Bon, ici, on en a un densimètre. C'est avec ça qu'on vérifie une batterie. Je comprends que la majorité des gens vont prendre le voltmètre, vont dire, OK, ma batterie 12 volts, elle a 13,5. Ou ma batterie 6 volts, elle a 6,7 volts, elle est bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, ça. C'est quand même, je dirais, un sentier positif, là. Mais ce n'est pas la façon de faire. La façon de faire de vérifier une batterie si elle est bien chargée, c'est de vérifier ses cellules une à une. Et ça va nous permettre aussi de vérifier s'il y en a une des cellules qui est court-circuit ou en train de mourir. C'est avec un produit comme ça qu'on vérifie l'état de charge de batterie. Oui, suivez annexe. Un certain rétrochic esthétique pose la question, c'est-tu normal que mon générateur 6 volts ne charge pas au ralenti la nuit quand mes lumières sont allumées? Ah oui, ça c'était une bonne question. C'est un gars intelligent, ça, ce gars-là. Oui, enfin bref. Je garde la balance de mes commentaires pour moi. Là. On avait fait un petit atelier mécanique sur la différence entre un générateur et un alternateur il y a quelques temps, l'année passée, je pense. Un générateur on va essayer de simplifier ça, là, mais a seulement qu'un circuit de bobinage de charge, puis un alternateur en a 3. L'alternateur, produit du courant alternatif qui est redressé pour devenir en courant continu. Mais le générateur, c'est seulement du courant continu. Vu qu'il y a juste un circuit, qu'il n'y en a pas 3 pour le même format ou à peu près, il est très dépendant de sa vitesse de rotation. Et puis la vitesse de rotation au ralenti n'est pas suffisante. Alors ce qui arrive, c'est que quand on arrive à servir du véhicule la nuit, les phares allumés, les accessoires, le chauffage, ces trucs-là, avec un générateur, que ce soit 6 ou 12 volts, c'est pareil, le courant, pour faire fonctionner le véhicule, est pris à partir de la batterie. C'est normal qu'on voit les lumières baisser, tout baisse un peu, le chauffage baisse aussi, aussitôt qu'on accélère. Puis il n'en faut pas beaucoup, là. On passe peut-être d'un véhicule d'époque qui tourne à peu près à 600 tours au ralenti. Bon, aussitôt que vous accélérez, que vous atteignez 1000 tours, le générateur commence déjà à fonctionner, puis tout devient plus blanc. Ça, c'est normal, c'est un comportement tout à fait normal du système de charge. Ça veut dire que tout le monde fait sa petite job comme il se doit. Et puis, dans un cas où vous êtes sur une lumière, vous faites bien du trafic, vous êtes pris en ville, puis vous êtes souvent arrêté sur les feux rouges, les feux allumés, tout ça, ça va être normal. Lui, il va s'en rendre compte que la batterie se décharge. Et lorsque vous allez commencer à accélérer, votre aiguille va rester dans le charge proportionnellement longtemps par rapport à la dépense que vous avez effectuée. Si vous faites juste un feu rouge, évidemment, vous allez avoir une dépense pendant la minute et demie ou 2 minutes que vous aurez le pied sur le frein avec les feux arrière allumés, les lumières, tout ça. Bien, forcément, l'aiguille va remonter dans le charge à moitié peut-être, mais elle ne restera pas là longtemps puisque la dépense n'a pas été grande. Fait que voilà, en gros, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. On n'a jamais retrouvé. C'était quoi notre supplément de conversation, à part les muffins au bleuet? Oui, c'est vrai. Non, là, ça marche. Oui, non, c'était pas les muffins au bleuet. Je peux te garantir ça. La batterie, là, un système 6 volts, c'est indicatif seulement. La 12 volts, c'est pareil. Les 12 volts, pour que ça fonctionne bien, il faut que la batterie soit chargée environ à 14,5. Oui. La 6 volts, c'est à 7,2, 7,4, ça joue là-dedans. Pourquoi? Parce que la batterie, quand on l'arrête après un certain temps, puis un temps relativement court, la batterie elle perd du voltage. Donc, une batterie à 7,5 qui est chargée, une batterie 6 volts à 7,5, 1 heure ou 2 après, c'est facile de la retrouver à 6,5, 6,4. Si on la charge à 6, 6,2, bien, elle ne sera pas chargée. Puis les cellules sont conçues ainsi. Ils veulent être chargés un petit peu plus pour qu'être à la base prête à faire feu, être capable de ne pas sulfater. En tout cas, on en a parlé dans la chronique, pas la chronique, mais l'atelier mécanique des batteries, qui était très complet selon ses dires à mademoiselle. Sur notre chaîne YouTube. Ah oui, c'est vrai? Placement de produits. Oui, oui. Bien, allez voir notre chaîne YouTube. On n'en parle pas assez souvent. Tous les vidéos qu'on fait ici sont maintenant sur la chaîne YouTube.
Gênez-vous pas pour liker aussi les vidéos qu'on fait sur Facebook puis sur YouTube. Faites du partage aussi si vous avez aimé ça, bien entendu. Rétrochic Esthétique participe beaucoup aujourd'hui à l'atelier. Oui, il est assez actif. Il y a encore des questions. Oui. Il dit, doit-on huiler les roulements du générateur? Oui. Là, c'est sûr que c'est pas, ça ne cadrerait pas tellement bien dans l'atelier mécanique, mais c'est pas grave. Vu que c'est lui, on peut quand même répondre à la question. On pourrait pas répondre, c'est lui. Bon, vu que c'est toi, mais on ne répond pas à la question. Non, OK. Les très vieux générateurs avaient des bushings en avant sur le côté de la poulie. Ce qui n'était pas une bien bonne idée. En arrière, c'est pas grave. Évidemment, on comprend pourquoi en avant, c'est que la tension de la courroie est très, très près du roulement ou la bushing du générateur, de l'armature. Et en arrière, bien, à cause de sa distance, ça a moins d'effet ou presque pas d'effet. La majorité des roulements sont scellés. Fait que, il est possible que le générateur avait besoin à l'époque, parce qu'il est très vieux, avait besoin de recevoir de l'huile parce que le roulement neuf d'origine n'était pas scellé. C'est possible, mais la plupart des générateurs qui ont été restaurés au moins une fois ont tous, ou à peu près tous, un roulement non scellé. Fait que si vous avez une coupelle pour mettre de l'huile dedans, mettez-en pareil. Mais si vous voyez à chaque fois que vous faites la maintenance du véhicule que l'huile n'a jamais descendu, bien dites-vous bien que le roulement, mais c'est parce qu'il est scellé puis l'huile ne rentre pas dedans. Mais très rares sont les générateurs, à moins des voitures très coûteuses, très rares ont un roulement en arrière, mais ils ont une bushing puis ça fait la job très très bien parce qu'en arrière, l'axe ne force pas beaucoup sur son support. Est-ce que Rétrochic Esthétique a d'autres messages où il se tient tranquille? Là? Non, il n'y a pas d'autres questions. Il se tient tranquille. Là? On apprécie son acharnement à vouloir nous occuper. Oui. C'est très très bien. Fait que, il n'y a pas d'autre chose, hein? Il n'y a pas d'autre chose. Okay. On a lancé l'événement pour l'atelier mécanique du 12 mars, qui est en présentiel. Oui, donc, on a le droit maintenant encore. Oui. Si vous voulez réserver votre place, les places vont être encore limitées, comme on n'est pas trop sûr de la situation sanitaire et tout ce qui s'en vient. Il faut nous téléphoner. Et sinon, on va le diffuser en direct comme la dernière fois. Ouais. Là, on fait de notre mieux, mais c'est sûr que quand il y a des gens en présence, c'est un petit peu moins... un petit peu moins personnel. Oui, c'est ça, on va essayer de changer la formule un peu. C'était bien l'autre fois, mais on pense pouvoir faire mieux. On peut toujours s'améliorer. Exact. Puis là, on pense qu'avec notre ami un petit peu tapageur, là, comme dans le temps de Bobino, là, notre ami Rétrochic Esthétique, on pense pouvoir en faire un, vu qu'on n'a pas eu en janvier, février, en faire un en avril peut-être, on verra. Là, ça reste à confirmer, mais sur le lavage des voitures, la préparation après la sortie pour le printemps, tout ça pour le lavage, nettoyage, tout ça. Fait que ça risque d'être intéressant. Et puis c'est lui, Rétrochic Esthétique, qui va parler. Et moi, je m'amuserai à poser des questions. Bon Salut tout le monde.